Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette autre sortie de votre programme. On refait la presse. C'est parti pour 90 minutes de pur plaisir, de partage. Nous serons donc en compagnie de certains visages sur ce plateau, mes invités avec qui nous aurons donc la charge d'entrer en profondeur dans les différentes informations traitées par nos confrères de la presse écrite à l'ère des journaux. Nous allons faire une revue et puis revenir sur ce plateau pour procéder à un décryptage. Nous allons également parler d'un sujet important avec plus de 300 sites touristiques. Le pays de Paul Biya, constitué justement d'une population mosaïque de près de 250 ethniques, est un pays riche en valeurs, en langue et en beaucoup d'autres choses. Et justement, on se demande pourquoi jusqu'à présent le tourisme ne fait pas rayonner le pays à l'international. Dans tous les cas, il y aura plusieurs questions qui vont graviter autour puisque c'est la journée mondiale du tourisme. Fidèles téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau. Je vous propose de rester en compagnie de nos programmes. On prend juste une légère transition, une petite transition et puis on revient pour aller en kiosque. Avant que de venir présenter mes invités fidèles téléspectateurs, nous allons aller en kiosque pour faire la revue une fois de plus pour ceux-là qui ont donc manqué, celle qui s'est tenue dans le cadre de la CAM matinale. Nous commençons avec le journal national Cameroun Tribune en kiosque ce matin qui nous amène à parler de la coopération Cameroun-Corée du Sud. En grande une, le journal de titré accord sur l'exemption de visa. Et le document paraphé dimanche à Séoul entre le ministre des Relations extérieures Bela Mbela et son homologue sud-coréen Chao Tae-yul concerne donc les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. C'était en marge de la conférence diplomatique et de services. C'était en ministériel organisant en prélude au sommet Corée du Sud, Afrique qui s'ouvre ce jour-là en page 2 et 3. Le journal revient sur cette actualité. Le quotidien Réalité Plus de Pongware Kindi nous parle de l'exclusif des sanctions. Arrive pour fermer la bouche aux gens qui jouent contre les très hautes instructions du président de la République. C'est l'information qu'a donc traité nos confrères de Réalité Plus pour nous dire qu'elles vont tomber donc dans les prochains jours. Apprend-on tout? Ceux qui ont tenté par quelques voies que ce soit de défier, de désobéir le chef de l'État en remettant en cause ces très hautes instructions verront ce qui va donc leur arriver. Paul Biya aurait déjà la liste de ces gens qui se fichent de lui alors qu'il est vivant et dirige le Cameroun élu par le peuple camerounais. Le journal fait bien de revenir en page 2 sur cette actualité. Parlons de la BGFI sur la piste de Société Générale. C'est l'information qu'a choisi de titrer Camer Presse ce matin, parlant justement des banques. Cette institution financière liée à la famille Bongo s'intéresse aux activités de la Banque française Société Générale qui s'apprête donc à faire ses valises dans plusieurs pays africains dont le Cameroun. Avec un bilan de plus de 5300 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023, la BGFI Bank a dépassé donc l'objectif de 5 000 milliards de francs CFA fixé pour 2025. Prenons le journal La Défense d'Afrique Hebdo qui nous plonge dans la dilapidation de la fortune publique au MINMAP. Le journal nous dit que 203 fonctionnaires s'enrichissent illicitement et en toute sérénité dans les marchés publics. Des établissements créés par des hauts fonctionnaires de l'administration publique dans le but de blanchir leurs capitaux. Certains
de ces établissements n'ont même pas de numéro de contribuable ou de registre de commerce. La majorité gagne les marchés publics à hauteur de 100 millions par mois sans véritablement les réaliser. De quoi s'agit-il? Il faut donc lire le journal pour mieux cerner l'actualité. L'économie quotidienne nous parle du Cameroun et le secteur du tourisme qui se porte mal. C'est dans l'information que nous donne l'économie de Thierry Ekouti qui nous dit que malgré son potentiel, le pays n'attire plus beaucoup de tourisme selon un récent classement qui est donc présenté en page 3 du journal. On revient avec Réalité Plus de Paul Ngouare Kindi qui à sa seconde une nous parle également de la journée mondiale du tourisme responsable et respectueux. Le ministre de l'État Beloboba Maïgari exhorte les acteurs à organiser des voyages agréables. C'est donc la cérémonie protocolaire marquant la 18e édition de l'événement qui s'est déroulé au complexe Sanaga Camp Beach de Koteng le 1er juin dernier. Dans un discours de circonstance lu par le SG du ministère du Tourisme et des Loisirs Dioro à Manou, le ministre d'État Beloboba Maïgari a donc demandé à tous les opérateurs du secteur de s'inspirer du thème de cette journée voyager responsable pour organiser des voyages alléchants et agréables pour le bien-être des voyageurs. C'était donc en présence du préfet de la Haute-Sanaga, Albert Nangadan, et bien d'autres personnalités. Dans l'intégralité du discours se retrouve donc dans le journal. L'Info Matin quotidien ce matin nous parle de la protection du commerce. Le journal est titré Barga Atangana recommande sensibilisation et formation. C'est à travers un exposé fort salué par l'ensemble des participants lors de la conférence des responsables d'office de propriété intellectuelle couplée à la première visite de travail au Cameroun du DG de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et Darren Tang, que le ministre du Commerce en a fait l'exhortation. C'était donc ce 3 juin à Yaoundé. On parle d'autre chose à présent. Cameroun Ompi Foucalistus Gentry présente donc l'état de la coopération. C'est le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologie qui a présidé le 3 juin à Yaoundé l'ouverture officielle de la conférence des responsables d'office et propriétaires de propriété intellectuelle, cérémonie couplée à la première visite au Cameroun du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle Darren Tang. On poursuit en santé avec le quotidien Éco-Santé qui nous parle des infrastructures sanitaires et nous informe que l'Est inaugure son premier centre de coordination des urgences de santé publique. La bâtisse dont a été officiellement inaugurée ce 30 mai 2024 par Grégoire Vogo, gouverneur de la région de l'Est, en présence de Boukar Oumaté, inspecteur général des services administratifs représentant le ministre de la Santé publique. Retour sur cet événement en page 3 du journal. Parlons de la météo à Douala et à Yaoundé, c'est avec la voix du consommateur. Inondation destructrice annoncée. Le journal nous dit que l'Observatoire national sur les changements climatiques tire la sonnette d'alarme dans son bulletin de prévision et alerte climatique comptant pour la période du 1er au 10 juin 2024. Plusieurs régions, en général ainsi que les villes de Yaoundé et Douala en particulier, sont donc sous la menace de graves inondations avec des risques majeurs de destruction de maisons, plantations, routes et poteaux électriques. De quoi prévenir justement cet événement. On entre en sport, fidèles téléspectateurs, pour parler du judo et du sambo. Le Cameroun, double champion d'Afrique, nous dit le drapeau de Carole Tamba ce matin. Le Cameroun a réalisé une performance remarquable sur la scène sportive africaine ces dernières heures avec 2 titres remportés dans les disciplines différentes. Le judoké Richel Amina Sopi Mbela a des
plus de 78 kg dames et Open Afrique de judo de Marrakech, tandis que Nji Malou Seydou a donc été sacré champion d'Afrique de sambo dans la catégorie des 98 kilogrammes en Égypte. Ces résultats confirment le dynamisme et le talent donc des athlètes camerounais, nous dit le journal. Parlons de la crise au MINSEP et la FECAFOOT. Le rebond détournant une pointe mutation à sa grande une. Le journal nous dit que la Fédération camerounaise de football décide de se retirer de l'organisation du match Cameroun-Cap-Vert après une série de faits constatés depuis dimanche. Les premières séances d'entraînement des Lions indomptables, la première séance donc s'est déroulée hier. Le journal revient dessus en page 13. L'information est relayée par Terre Promise Hebdo qui parle également de l'éliminatoire Coupe du Monde de FIFA 2024. Le journal nous dit la FECAFOOT bat en retraite. C'est dans un communiqué rendu public le lundi 3 juin 2024 que la Fédération camerounaise de football accuse le ministère des Sports et de l'Éducation physique de l'avoir exclu de la préparation des matchs éliminatoires. Du coup, une hypothèque pourrait donc peser sur le match de samedi. Le journal revient également dans ses colonnes sur cette actualité en détail. Voilà pour l'essentiel de l'actualité parue en kiosque ce matin, fidèles téléspectateurs. Allez sur les plateformes numériques, tout simplement en kiosque, pour vous informer, mais surtout pour faire vivre la presse camerounaise. Sur ce plateau, permettez-moi d'accueillir le directeur de publication du journal L'Équation. Il s'agit de Richard Bondol, bien installé sur ce plateau. Bienvenue. Merci Claudia pour l'invitation. Je dis encore merci à tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Oui. Je dis un bonjour à tous les membres de l'association des journalistes patriotes du Cameroun et un petit coucou à l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun. Et sans oublier que nous avons derrière la baie vitrée des hommes et des femmes peut-être aussi, oui, qui se démènent à nous produire cette émission. Et je leur dis ce bonjour particulier-là. D'accord, merci bien d'avoir répondu présent à cette invitation. Et puisque vous êtes le premier invité sur ce plateau déjà installé, on va immédiatement poursuivre en faisant le choix des différentes unes. Ben, moi, je vais me choisir toujours parce que c'est la simple remarque que je fais. Ça fait 2 émissions, je suis invité, mon journal ne paraît pas à la revue. Je ne sais pas il est passé hier, on l'a pris. Je ne sais pas si c'est exprès. Faites-le passer quand je suis quand même là. D'accord. Ça me permet au moins de dire 2 ou 3 choses sur ce que je produis quand même. D'accord. Donc c'est une simple remarque. Donc je vais simplement revenir sur la une de mutation, oui, qui nous dit, ou alors qui nous fait remarquer, pour ne pas dire que, qui nous fait constater que la FECAFOOT bat retraite, oui, pour ne pas dire faire quoi, on a dit le rebond. Le rebond déroulant. Je crois que c'est déroutant. C'est simplement pour faire comprendre aux uns et aux autres que, comme je le disais peut-être ici dans ce plateau, l'administration c'est un monstre froid. Quand il est question d'appliquer, pour ne pas dire, quand il est question d'implémenter les instructions, il faut prendre toute la mesure nécessaire pour pouvoir respecter le timing ou alors le canevas qu'on se donne pour atteindre certains objectifs. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que nous sommes au bout d'un tumulte qui a commencé depuis bien des mois, mais seulement il est question de comprendre que nous sommes face à une situation qui va
se dérouler d'une autre manière. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant une crise, pour ne pas dire une crise assez dangereuse qui a mis toute la nation dans les feux des projecteurs. Oui. Parce que l'actualité nationale se focalisait sur cette crise-là. Et on est l'un des pays, ou alors l'un des pays où, permettez que je le dise comme ça, où une association de football a pondu le plus de communiqués possible en moins de 2 mois. Soit pour se justifier, soit pour argumenter sur ses choix, soit pour démentir sur les hautes instructions, et soit. Je crois que il était question pour le peuple camerounais tout entier et pour les supporters du football camerounais, pas plus que pour les supporters des Lions Indomptables aussi, de comprendre que s'il y a une seule administration, pour ne pas dire s'il y a un pouvoir qui peut régir et réguler les associations, c'est bien l'État du Cameroun. Et quand l'État du Cameroun prend ses instructions, je crois qu'il est louable et qu'il est judicieux d'aller dans ce sens-là, pour ne pas dire qu'il faut suivre le sens du vent et non le combattre. D'accord. Est-ce pour dire que le fait que la FECAFOOT se soit donc finalement retirée du jeu, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle? Ben, je crois que ça devrait faire revenir la sérénité dans les rangs, parce que c'est de ça qu'il est question, on a besoin de ça. Nous sommes face à 2 matchs décisifs et il n'est pas question pour le Cameroun de s'abrouter sur des sujets qui vont démoraliser l'équipe, parce qu'on a besoin d'une équipe focus sur ces 2 matchs-là, et on n'a pas besoin que certaines choses viennent vraiment troubler la jouissance, ou pour ne pas dire la sérénité qui règne aujourd'hui sur ces rangs-là. Puis vous voyez, on a un savant dosage dans cette équipe-là aujourd'hui, et les jeunes qui arrivent, il ne faudrait pas qu'ils soient traumatisés par le fait que ils se retrouvent pour leur première fois devant une crise qu'on n'a jamais connue entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun. D'accord. Merci pour cette analyse. On parle de l'affaire MINSEP FECAFOOT. On a eu un nouveau rebondissement. C'était donc hier, après ce qui s'est passé dimanche du côté de l'hôtel Hinton de Yaoundé. Finalement, la FECAFOOT a, par un communiqué, décidé de se retirer du jeu et de laisser le ministère faire, puisque le ministère a donc décidé de les exclure de la préparation physique des Lions Indomptables, selon ce que dit le communiqué. Quel est votre regard sur cette actualité? Bon, déjà, bonsoir à mon copanaliste. Bonsoir à vous, Claudia. Bonsoir, Julien. Joyeux anniversaire. Merci. De l'autre dit peut-être que c'est en retard. Merci. Quelqu'un a tantôt dit mieux vaut tard que jamais. Concernant le sujet qui nous est sous la langue depuis un bout de temps, on le voit dans tous les médias nationaux et internationaux. Oui. Personne ne dirait que ce n'est passé inaperçu. Concernant ce sujet, moi, je l'ai vu avec beaucoup de recul. Je l'ai observé. Dans ce sujet, pour revenir pour être plus clair concernant la FECAFOOT qui vient de se retirer du jeu, dit-on, parce qu'il y a tellement de documents dans les réseaux sociaux. Nous ne connaissons plus lequel. Le vrai, le bon et tout. Donc on parle même de démission du président de la FECAFOOT. Il y a les hautes instructions, nous ne connaissons plus qui est haute instruction dans les réseaux sociaux, qui est ceci. Mais toujours est-il que la FECAFOOT ne pourra pas se retirer du jeu. Pourquoi? Parce que nous ne pourrons pas faire le football sans la FECAFOOT. L'interlocuteur du football dans une nation, à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est la FECAFOOT via la FIFA via la FECAFOOT dans une nation. Donc, pour chuter sur le document de la FECAFOOT, déjà j'espère que c'est un document qui est vrai, ça je l'espère, mais je doute beaucoup que le ministère puisse faire seul, parce que la FECAFOOT a beaucoup de choses à apporter dans le football, surtout concernant le Cameroun, parce que quelqu'un nous avait tantôt dit, si tu veux déranger les Camerounais, il faut arrêter leur football et leur boisson.
Quand je parle de boisson, je parle des boissons alcoolisées que nous connaissons tous. Donc j'espère que concernant ce document, moi je préfère m'inscrire en faux dessus parce que je sais que nous ne pourrons pas faire sans la FECAFOOT. Il faudrait qu'on se dise la vérité. La FECAFOOT a certains documents à nous remettre directement et indirectement. On nous parlait des maillots, on nous parlait de certains kits et ces kits-là ne viennent pas du MINSEP. Donc je souhaiterais que les égos qu'il y a à l'intérieur, les égos concernant directement, peut-être le ministre et le président de la FECAFOOT, que le chef de l'État puisse vraiment cogner la main sur la table et nous dire qu'en est-il. Toujours est-il que nous attendons les matchs, je crois, du 8 et du 11, les matchs vraiment qui sont très prépondérants parce que beaucoup, sans l'ignorer, le Cap Vert a 4 points comme nous et je crois que l'Angola a 2 points et avec ce match que nous allons jouer là on saura directement qui est le premier et je pense que c'est le premier de la poule en fin de jeu qui va en Coupe du Monde, donc je pense bien c'est un match décisif. Voilà. Et justement, est-ce que aujourd'hui, est-ce que le MINSEP peut faire sans la FECAFOOT? Parce que déjà hier on a vu un problème au niveau de l'équipementier, il fallait donc les maillots pour que les joueurs puissent s'entraîner et le bus qui est rentré du côté de Tinga et ne pouvait pas donc transporter les joueurs. Est-ce que finalement, ce n'est pas un retrait dans, ok, gérer, alors on va voir, est-ce que véritablement la paix est revenue? Moi, en ce qui me concerne, je crois simplement que cette posture-là ne devrait pas inquiéter les Camerounais. Moi, je le dis. Parce que la FECAFOOT, bref, je ne parle pas de la FECAFOOT en tant qu'institution, je dis ceux qui sont dans les organes décisionnels de la FECAFOOT devraient comprendre que du moment où ils prennent une décision, dans la conclusion que j'ai lue, ça veut dire qu'ils ont dit qu'ils prennent acte du fait qu'on les a mis à côté. Mais quand on prend acte, on ne se désolidarise pas des objectifs que l'équipe nationale poursuit ou que le Cameroun entier poursuit. Donc, s'ils prennent acte de ce fait-là, ils doivent au moins contribuer. Ils doivent au moins contribuer. Le reste, la bagarre, on va la faire après. Quand toutes les autres choses se seront mises en place et qu'on se serait peut-être qualifié. En ce moment, on va revoir comment est-ce qu'on peut se redéployer de nouveau pour qu'il y ait une sérénité au sein de cette équipe nationale, au sein des institutions qui gouvernent la FECAFOOT et puis le MINSEP aussi. Donc moi je me dis, cette bagarre-là, c'est un problème d'ego. C'est un problème d'ego qui ne va pas servir le Cameroun et encore moins notre football. Donc il est question pour moi, pour les uns et les autres, de mettre vraiment cet état de fait à côté, parce que le moi, c'est le moi qui tue. Donc il est question de mettre cet état de fait à côté et regarder tous dans la même direction. Et dans cette direction-là, c'est les prochaines qualifications des zones notables. Et c'est à ça qu'il faudrait qu'on arrive. D'accord. On va revenir un peu en arrière parce que lorsqu'on parlait tout à l'heure des hautes instructions, on est quand même un tout petit peu perdu. Et il y a un autre journal qui a justement parlé de cette très haute instruction, disant que le président va bientôt sévir. C'était, je crois, le quotidien Réalité Plus. Et on voudrait savoir finalement qui a les hautes instructions, qui a reçu les hautes instructions, parce qu'on a vu au départ une liste qui a été faite et qui est venue de la présidente disant que c'était le choix du président de la République. Si je m'en tiens au propos de Cyril Tolo, conseiller technique du MINSEP, qui a dit que c'est l'encadrement, c'est l'équipe choisie par le président de la République. Et puis la semaine dernière, on a assisté à un autre rebondissement où finalement, par un document, on a compris que on nous a fait savoir que c'est l'équipe qui a été choisie, je vais dire synthétisée par la FECAFOOT, qui a été choisie et une réunion s'est tenue en préparation du match. Mais dimanche, on a un autre rebondissement où le ministère vient encore intervenir et du coup, on ne sait plus l'équipe, quelle est l'équipe qui tient les Lions indomptables et quelle est l'autre équipe. Finalement, qui a les bonnes informations de la hiérarchie, qui a les très hautes instructions, qui a raison? En principe, les bonnes instructions de la hiérarchie devaient venir de la présidence. Mais comme de ces jours, nous recouvrons à la présidence plusieurs documents qui sortent de là. Nous recouvrons les documents du DCC, les documents du SGPR et ainsi de suite. Et ça nous prête vraiment à confusion. En principe, le président de la République devait déjà clore ce débat. En faisant mais toujours est-il que concernant l'administration dans les quartiers un peu de partout, on constate qu'il y a vraiment un duel entre deux personnes. Et ce que la population aimerait savoir, parce qu'on n'aimerait pas le dire directement, c'est que donner raison soit à l'un soit à l'autre. Non,
c'est d'essayer de rétablir l'ordre. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'hôtel Hilton hier et nous avons compris au Hilton. Oui, dimanche. Dimanche, si vous me le permettez, nous avons compris de là que, bon, apparemment, l'équipe, l'administration des offices, où je vais l'appeler entre parenthèses de la FECAFOOT, est revenue en second, en adjoint à l'administration du MINSEP. Donc, ce qui voudrait dire que le MINSEP a gagné certaines langues qui le disent. Or, dans un État, on ne devait pas parler en termes de victoire, on devait s'encresserrer les coudes pour avancer. Mais toujours est-il que nous attendons un peu le 8 et on va voir l'administration qui va ancrer et qui va déterminer qui jouera, qui ne jouera pas. Et ils ont déjà pris, ça veut dire qu'ils ont laissé. Mais la réalité, c'est que je voudrais savoir qui a véritablement les hautes instructions. Parce on ne sait plus finalement s'il y a une bagarre ou alors... Non, il faut se référer aux mots. Oui. Je crois que la dernière réunion que le ministre a tenue, il a parlé de la sacralité de décision présidentielle. Oui. Il a parlé de la sacralité des décisions présidentielles. Alors, ça veut dire que les hautes instructions ne sont celles que... Bref, ne sont celles qui ont sorti de la première liste. Parce que jusqu'alors, je ne crois pas qu'on ait changé. Les autres listes sont des listes qu'on monte, qu'on remonte, qu'on reformule, qu'on resynthétise. Mais, au bout, le ministre dit toujours que c'est la première liste, celle qui est sortie de la présidence de la République, au-delà du communiqué. Bref, non, au-delà de la correspondance du SGPR. Oui. La même liste, c'est la même liste que le ministère n'a pas sorti, c'est la même liste que le SGPR a sorti. Je crois que c'est la même liste aujourd'hui qui est celle-là qu'on dit être des hautes instructions. Les autres listes qui viennent après n'ont rien à voir. Et c'est pour ça que je dis que quand la FECAFOOT dit qu'elle prend acte, conséquence, ce n'est que cette liste-là que nous on connaît là. C'est elle qui sera sur le stade de 8. Il n'y aura pas de liste. Donc les hautes instructions, ma foi, ne devraient concerner que cette liste qui a été publiée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. D'accord. On espère simplement que cette sérénité puisse donc revenir au sein des Lions et c'est le souhait de tout le monde. Pour que les matchs quand même soient gagnés, parce que c'est ça l'essentiel. C'est le souhait. Et on a l'impression que les Camerounais ont commencé à croiser les doigts en disant que il ne faudrait pas que les joueurs puissent gagner, parce que justement ça va donner davantage de crédit. Et on a l'impression que finalement on ne reconnaît plus, on n'est plus patriote, on perd un peu de soi. On a un peu de prophétiser sur la défaite. Oui, plusieurs personnes commencent à prophétiser parce qu'on s'est dit, quand vous avez fait ça et tout, vous allez voir et tout et tout. Donc on souhaite que l'autre équipe échoue pour qu'on dise on vous avait prévenu. Est-ce que c'est véritablement l'atmosphère qui devrait régner? Nous pensons que non. Bon, dans tous les cas, moi je pense le concret, parce que je pense qu'avec les nouveaux venus, parce qu'il y a certaines têtes que nous reconnaissons qu'on les avait retirées depuis fort longtemps concernant la Coupe du Monde et la CAN, nous espérons qu'avec le fait qu'ils soient là et ils auront du punch, parce qu'il faut qu'ils montrent de quoi ils sont capables. Donc je pense qu'avec eux quand même, ils ont dans leur tête qu'ils devraient gagner. Même comme hier, certains disent je n'y étais pas, qu'on a vu les Lions s'entraîner avec les anciens maillots. Déjà moi je ne connais pas quel est l'ancien maillot de One Sport, donc je ne connais pas honnêtement. Donc ils l'ont dit, bon, car cela ne tienne, je pense qu'ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes avec les nouveaux venus comme l'Engade et consorts. Et je crois que la victoire pourrait atteindre son but. Sauf que les équipes que nous allons vraiment en face ne sont pas des petites équipes. Nous nous rappelons du Cap-Vert d'Atan, il y a de cela peut-être 4 ans que nous avons eu du mal. C'est un peu le même Cap-Vert d'aujourd'hui. Le Cap-Vert, à la dernière CAN, je pense qu'ils sont sortis en quart de finale. Si je ne me trompe pas, le même Cap-Vert qui a 4 points avec nous, parce que je pense que nous sommes au-dessus d'eux avec le goal average. Donc je pense que le match vraiment va se jouer. Mais toujours est-il que s'il y a de fait, ma foi, je pense que vraiment la population ne sera pas vraiment dans et surtout qu'il y a eu beaucoup de tumulte entre on ne souhaite pas quand même, on ne va pas souhaiter, on veut que les Lions puissent gagner et puis donc continuer d'avancer. On va sortir peut-être de cette actualité pour aborder une autre, hein, si vous le voulez bien, Julia.
Bon, j'avoue que... Vous n'avez pas jeté un coup d'œil. Je vous propose une information. Et si on parlait des prévisions météorologiques, Yaoundé Douala avec le journal La Voix des Jeunes, parce que c'est une information que les Camerounais devraient avoir. On parle donc, si on peut nous mettre le journal, voilà, on parle des inondations destructrices qui sont donc annoncées du côté de Douala et de Yaoundé dans les très prochains jours. Je vous propose cette actualité. Ok, bon, le thème vraiment est dans son jeu parce qu'actuellement nous voyons le pic météorologique qu'il y a un peu de partout concernant la chaleur, concernant les inondations, même dans le monde entier. Nous avons vu ce qui s'est passé en Inde et dans certains pays. Donc actuellement, bon, concernant certains ingénieurs, ils nous font savoir qu'actuellement nous sommes dans le pic de la canicule, donc nous vivons vraiment une chaleur intense, même dans nos différents ménages. C'est pas facile de ces jours, mais dans un pays comme le Cameroun, nous avons notre agence de la météorologie. En principe, ils devaient nous communiquer dessus comment se comporter. C'est vrai qu'ils l'ont fait, hein? Ils l'ont fait, et justement ils nous annoncent maintenant les pluies. Bon, dans tous les cas, moi, je le retrouve, je dirais, très tardivement. Hein. Peut-être que j'y arrive quand c'est déjà passé, parce que chaque fois que moi, j'allume mon écran, moi, je retrouve que l'horoscope. Donc, je ne sais pas si la météo est passée soit avant, soit après. Donc, je souhaiterais vraiment qu'ils essayent de nous mettre au parfum de ce que nous pourrons avoir. Bien que nous savons que c'est avec beaucoup d'ambiguïté. Parce que la personne qui détient le temps et la météo, c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc, nous souhaiterons que si la météo est, nous sommes plus avertis, on pense qu'avec ça, on pourra avoir plus de précautions. D'accord. Et justement, le travail donc de ce service est de donner des prévisions et il nous annonce justement que du 1er au 10 juin, il y a des risques d'inondation dans les villes de Yaoundé, de Douala et dans beaucoup d'autres régions. Que pensez-vous qu'on puisse faire maintenant puisque nous sommes dans les termes? Non, mais je crois que la direction de la météorologie nationale, oui, qui se trouve au ministère des Transports, oui, fait des prévisions tous les jours et des prévisions qui sont parfois échelonnées, soit en hebdomadaire, soit oui, exactement. Donc, quand les prévisions sont sorties, un matin, on vous dit dans 10, 15, 20 ou 25 jours ou 30 jours, voilà ce qui se passe dans telle zone, dans telle zone, dans telle zone, comme on est en train d'annoncer justement les grandes pluies, les fortes pluies. Donc, ça, c'est pour permettre de mettre les pouvoirs publics en alerte. Parce qu'il y a des catastrophes qui peuvent dégénérer, comme celle qu'on a vue soit à Bamenda, ou celle qu'on a vue ici à Bangolo, ou n'importe. Il est question pour les populations, d'être sensibilisées sur ce qui les attend, et qui plus est, de prendre des précautions pour ne pas tomber dans les travers, parce que quand ça arrive, il ne faudrait pas qu'on se mette à paniquer parce que c'est un phénomène naturel. Oui. On ne le prévoit pas. On le dit bien dans une semaine, ça peut m'arriver demain ou après-demain. Donc il faut que les administrations prennent déjà des dispositions pour sensibiliser les populations sur la catastrophe qui est en train d'arriver. Et de deux, donner le mode d'emploi. Ça veut dire, au cas où ça arrive, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et de trois, il faut se permettre, je dis bien, il faut se permettre de sensibiliser tous les jours. Parce que dans d'autres pays, ils ont des systèmes d'alerte. Oui. D'alerte quotidien, régional et tout ça, machin. Je ne sais pas bon, si nous les avons ici. Oui. Mais il est question, à la base, de permettre à toutes les populations de cette région ou de la zone de se mettre dans des dispositions pour éviter qu'on ait des morts. Ça, c'est ce qu'il faut éviter le plus. Et il ne faudrait pas que la catastrophe se prenne. Parce qu'elle est déjà annoncée. Et tant que les gens ne prennent pas des dispositions pour que on n'ait pas le plus de victimes possible, ou alors qu'on n'ait même pas de victimes, ce serait une très bonne chose. D'accord. Est-ce que véritablement il faut justement faire une descente musclée, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de zones accidentogènes et puis les gens continuent de vivre malgré ce qui s'est passé du côté de Bankolo. On a souvent eu à demander à ces personnes de déguerpir, de quitter en tant soit peu pendant ces périodes, mais les uns les autres refusent. Est-ce que il faudrait faire de force, parce que
on parle des fortes précipitations, on parle des inondations qui pourront détruire. Est-ce que ce ne sera pas mieux je vais dire casser, hein, parce que je vais dire de déguerpir les gens dans des zones qui risquent. Bien sûr, ce sera très mieux, parce que nous restons souvent au pays, on apprécie New York, on apprécie Paris. Je vous rassure, Claudia, tous ces pays ont subi à un moment donné un aménagement national. Donc il a fallu détruire un peu de partout et essayer de contrôler la météorologie, essayer de contrôler même au niveau des documents. Parce que quand nous essayons de voir, le copanaliste parlait par exemple de Bankolo, nous avons aussi connu une Ngwachi. Quand on fait un peu une descente sur le terrain avec une enquête approfondie, personne dans ces zones n'a aucun papier. Tous ces gens ont acheté des papiers où ils ont soit signé par un chef de bloc, un chef de ceci. Non, l'État doit mettre vraiment le point dessus. Si l'État trouve que vous êtes dans une zone à risque, l'État devrait signaler. De nos jours, je passe même dans certains milieux de rue et consorts, je retrouve des personnes qui vivent dans ce qu'on appelle vulgairement les zones vertes. Il y a même des commerces. Quand nous étions tout petits, ces zones-là avaient des gazons, ces zones-là avaient des fleurs. Donc l'État doit vraiment taper le point sur la table, ce qui concerne les infrastructures. Là, il faudrait qu'on soit plus clair. Et concernant la météorologie, il faudrait qu'on essaye de leur titiller que où vous vivez là, c'est à risque. Si vous y restez, allez, il faut casser. Parce que si on ne le fait pas, on va continuer à vivre les effets comme Bankolo, comme Ngwachi et consorts. Et on reviendra à ce que quelqu'un tantôt dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc il faudrait qu'on essaye de mettre l'accent dessus et le gouvernement essaie de titiller. Et le gouvernement ne nous fait plus ce que nous on voit aussi vulgairement, où tu vas acheter ton terrain, tu arrives à acheter ton terrain pour demander au certificat de propriété, soit tu entames ton document quand tu te retrouves avec ton titre foncier, vous êtes croix sur le titre foncier. En principe, dans un ministère qui s'en occupe des titres fonciers, ça ne devrait pas y être. On ne pourrait pas avoir 3 titres fonciers pour un même espace. Non, là c'est où je titille aussi un peu le gouvernement pour dire que certaines choses qui arrivent, vraiment, je pense que ça vient d'eux et ils doivent mettre l'accent dessus pour que les Camerounais n'en perdent plus leur vie dans des lieux ou bien des périodes où nous pourrons s'en passer et tirer le... D'accord. Est-ce que la solution ne serait pas également de se bouger un peu dans le sens d'écurer les carnivaux, parce que c'est justement ces égouts qui sont parfois déjà pleins avec tellement de saleté qui font en sorte que l'eau revient donc au niveau de la surface. On voit souvent généralement à la poste centrale, c'est impraticable lorsqu'il a plu. Oui, mais là on parle là du plan d'urbanisation de la ville. Et vous savez que cette affaire de la poste nationale, pardon, de la poste centrale date. Elle n'est pas d'hier ou d'aujourd'hui. C'est une histoire qui date. Et des administrations, pour ne pas dire des ministres, ont fait des descentes sur le terrain. Même la mairie a fait des descentes sur le terrain. Même des partenaires au développement ont fait des descentes sur le terrain pour essayer de voir dans quelle mesure éradiquer cette affaire-là. Parce qu'on ne comprend pas. C'est autant de catastrophes. Quand on parle de forte pluie, c'est autant de choses. Si le niveau d'eau qu'on connaissait peut-être il y a 1 mois, 2 mois ou même une année, est 2 ou 3 fois plus. Ce sera terrible. Ça sera juste, mais justement, c'est ça qu'on va appeler la catastrophe. Donc on va se retrouver avec des magasins complètement inondés. Juste pourquoi c'est pas une histoire de carnivaux. Donc on doit reconfigurer la carte de la ville. Il faut revoir même le drainage des eaux dans toute la ville. Parce qu'il faut se poser la question de savoir, et il le soulignait fort à pleurer, comment est-ce que le plan d'urbanisation de la ville a permis à ce que des gens s'installent là où il ne faut pas. Il ne faut pas. C'est ça. Parce que l'eau ne cherche que la voie s'il trouve des obstructions. Hein. Quand tu obstrues la voie de l'eau, l'eau est obligée de se chercher. Et quand il se cherche, ce qu'il trouve, il prend. Et bonjour les catastrophes. Donc l'État, pour ne pas dire la collectivité, devrait prendre en charge le plan d'urbanisation et permettre même pendant les périodes saines de pouvoir sensibiliser et casser. Oui. Ne pas attendre le jour où on commence à prévoir des catastrophes pour se mettre à, bon, je vais dire sensibiliser tout ça. Non, mais c'est un travail qui doit être fait en amont. Il ne faut pas s'attendre au fait que quand on annonce qu'il y aura une catastrophe, c'est là où on se déploie sur le terrain. Non, ça c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il faut se permettre de se donner les moyens, de se donner de l'audace. Parce que le plan d'urbanisation des villes au pays
à une cartographie bien précise. Donc, si la cartographie est biaisée ou faussée, automatiquement, on aura des répercussions. Quel que soit, qu'il fasse chaud ou on aura des répercussions. Vous avez même, vous avez suivi il n'y a pas un mois où la canicule que nous vivons jusqu'aujourd'hui. C'est ce que je dis. Mais c'est en train de changer. Il a soulevé un problème. On a créé des zones vertes dans cette ville, beaucoup de zones vertes. Mais les gens sont en train de l'aliéner, ils sont en train d'aliéner ce côté. Ils sont en train. Et si vous voulez même voir, ils vont dire non, il y a quelqu'un à la mairie là-bas qui m'a demandé de construire. Et il y a quelqu'un qui. Ce quelqu'un n'a donné aucun papier. Juste parce qu'on est. Camaraderie. La corruption à tout prix, au point où les gens vont se permettre de donner des visas aux gens d'aller s'installer dans des zones où il ne faut pas. Et conséquence, quand tu es à côté d'un drain, et que la pluie vient te prendre la nuit, pendant que tu dors, mais le matin tu vas commencer à dire que vous voulez que je parte où? Vous voulez que tu d'abord où avant d'arriver là-bas? C'est ça le problème. J'ai l'impression que parfois nous-mêmes on n'a pas envie de nous mettre en règle. Il suffit simplement que on se déroge de la règle pour commencer nous-mêmes à nous poser les propres questions et accuser l'État. Non, l'État a son rôle à jouer, c'est vrai. Mais nous-mêmes aussi, nous avons notre propre rôle à jouer. Parce qu'il y va des vies. La vie est sacrée. On ne peut pas se permettre d'exposer des vies alors qu'on sait qu'on va tout droit au casse-pipe. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Et je crois que, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, s'il faut casser les maisons, il faut les casser. Sans état d'âme. D'accord. C'est vrai qu'il faut construire à Yaoundé, c'est vrai qu'il faut s'installer à Yaoundé, mais à quel prix? Est-ce que se retrouver dans une zone comme Tongolo, comme Manguier dans les bas-fonds, comme Eligidjoa et beaucoup d'autres quartiers où véritablement les maisons sont en bordure des cours d'eau et à chaque fois qu'il y a pluie de ce côté-là, il y a soit un enfant qui est emporté, il y a une catastrophe, il faut qu'on monte le lit, il faut qu'on suspende les objets. Véritablement, je crois qu'il faudrait s'intéresser à ces quartiers, quitte à ce que plusieurs retournent au village, ce n'est pas aussi mauvais. Le temps de reculer pour mieux sauter et s'installer où on aura la vie sauve. Merci pour cette actualité. On va prendre une autre actualité avec vous. Oui, Claude, j'ai une actualité entre les mains là qui me souffle un peu. Défense d'Afrique, je ne sais pas si vous l'avez aussi. Oui, on a pris l'application de la fortune publique. Ouais, et je pense qu'ils écrivent là 203 fonctionnaires s'enrichissent illicitument des caisses de l'État. Ouais, ça c'est un sujet vraiment qui, je dirais, qui me poignarde. Parce que nous le vivons tout le temps. Ouais. Si je ne me trompe pas, récemment, il y a de cela près de 2 ans, nous avons condamné un certain monsieur au nom de Lebou. Là, je ne manquerai pas sans donner son nom directement. Ce monsieur avait près de 1500 matricules. Si je ne me trompe pas, 1500 matricules. Et ces matricules étaient de grade A+. Si je ne me trompe pas, en fait, pour ceux qui sont fonctionnaires, parce qu'il faudrait dire vrai, moi, j'exerce à mon propre tir, donc je ne suis pas fonctionnaire, mais je fais quand même l'effort de me documenter dans ce sens. Bon, quand moi, je vois tous ces plaintes concernant le gouvernement, je suis vraiment déçu, parce que de nos jours, nous le vivons tellement. Nous avons nos jeunes actuellement, parfois des jeunes enseignants, ou province, un jeune enseignant au quartier qui dit, bon, quand moi je vais entrer à l'école normale, je tape mes 3 ans, je sors, on fait mon rappel, je prends mon argent et je m'en vais à l'étranger. Parfois, quand il va même à l'étranger, arrivé à l'étranger, sa famille touche encore son salaire ici sur près de 2, 3 ans, voire 4 ans, avec toute une complicité. La complicité des proviseurs, là c'est dans le cadre de l'enseignement et qu'on sort toute une chaîne. Je souhaiterais vraiment au gouvernement de mettre un accent dessus parce que c'est de trop. Ça, c'est de l'argent jeté du gouvernement. Je sais que certains m'en diront ici que oh, ce que les ministres volent, oh, les milliards que les ministres ont détournés. Mais à un moment donné, quand on veut le changement, on doit commencer par soi-même. Ma maman me disait, quand tu veux la propreté de chez toi, il faut commencer par laver il faut commencer par balayer ta propre cour. Donc, je souhaiterais, si je m'adresse aux jeunes directement, qui ont l'intention de dilapider ou bien d'arnaquer l'argent du gouvernement de cette façon, avoir plusieurs matricules et consorts qui baissent vraiment la carte, même si c'est proposé à un moment donné, ça ne peut pas donner. Donc vraiment, je demanderai aussi au gouvernement de mettre un accent dessus. Moi, je me pose la question, comment quelque chose peut se passer dans l'informatique. On vous fait savoir que tel fonctionnaire n'est plus apte
dans ses fonctions et on vous fait savoir qu'après il touche encore son salaire, soit il a plusieurs matricules. Donc je souhaiterais vraiment, et je m'adresse directement ici au ministre de la fonction publique, Joseph Lé, de mettre un accent dessus et de demander qu'on puisse revoir ça à jour et de refaire, ça il faut le dire, de refaire la refonte des fonctionnaires, la refonte physique des fonctionnaires. Parce que tant qu'on n'essaye pas de remettre ce principe à jour, on aura toujours de l'argent qui va se perdre. Et là, nos infrastructures ne seront pas mises à jour. D'accord. Est-ce que véritablement, lorsque vous parlez comme ça, les jeunes vous écoutent? Parce que de plus en plus, lorsqu'on cause avec les jeunes, tout le monde dit j'attends mon tour. Ça veut dire dès que j'ai l'opportunité d'être dans une position ou alors dans un endroit où je peux manger aussi ma part, c'est que je mange correctement et copieusement. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je vais dire, il y a un je m'en foutisme au sein même de la jeunesse, des aînés, toutes ces personnes qui critiquent même ceux qui sont encore en place, mais qui attendent de leur tour pour faire pareil. Non, mais moi je crois que le sujet ici, c'est la souscription des fonctionnaires au marché public. Là, j'ai biaisé. Oui. La souscription des fonctionnaires au marché public. Est-ce que la loi les y autorise? Et là, dans le développement, notre ami nous dit que 203 fonctionnaires souscrivent au marché public sans remplir les conditions qui sont prescrites par le code des marchés publics. Parce qu'en fait, il est interdit aux fonctionnaires de souscrire à des marchés publics, sauf à titre exceptionnel. Il est, je crois, 2 ou 3 secteurs où ils peuvent souscrire. Et ces secteurs sont soit la formation, l'agriculture, et je crois qu'il y a une autre unité là. Mais les autres, ça veut dire gagner les marchés publics, les marchés, tout ça, comme ce n'est pas de leur ressort. Parce que en fait, les marchés publics, l'État a mis cela en place pour permettre de créer une catégorie d'hommes d'affaires qui peuvent développer l'économie à partir de nos fonds publics. Et il est interdit aux fonctionnaires de le faire. Mais là, nous sommes en train d'aller tout droit dans la transgression même des textes. Et c'est pour ça qu'il sort ce chiffre. Et il va simplement d'une simple hypothèse, pour ne pas dire d'une simple expérience. Quand on a sorti la liste de tous ces gens qui ont gagné les marchés publics pendant le Covid. Et c'est en ce moment que le rédacteur de ce papier constate que l'une des personnes qui a gagné ce marché-là était fonctionnaire. Oui. Alors que la loi lui interdit de gagner un marché public de ce genre. Alors, question. Quand ces gens-là vont, comment je vais dire ça, lorsqu'ils vont créer leur entreprise, sûrement ils utilisent soit des prête-noms, soit leur propre nom, mais ils oublient qu'en utilisant leur propre nom, ils retombent sous le coup de la loi. Oui. Et conséquence, on ne va se retrouver que dans ce genre de situation parce qu'aujourd'hui là, sur les 203, moi je vais même dire que c'est petit. Ouais, si ceux-là sont convaincus comme étant fonctionnaires, combien donc exercent sous des prête-noms? On ne peut donc pas avoir le chiffre. Parce que d'une manière ou d'une autre, je dis bien d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui gagnent les marchés publics, au moins 80% évoluent avec de faux noms. Ils sont des sous-couverts, pour ne pas dire des pare-balles de ceux-là qui donnent des marchés. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, comment est-ce que l'État peut réguler et puis gérer cette affaire-là? J'en sais rien. Il y a une femme qui a intervenu, qui est dans, comment on appelle ça, le machin de la gouvernance là, qui disait que les fonctionnaires n'ont pas à se mettre dans la posture des hommes d'affaires. Un fonctionnaire n'est pas un homme d'affaires. Donc il faut dissocier les deux. Et on ne peut pas être les deux, mais au Cameroun, bon bref, c'est comme ça.
Et justement, on voudrait savoir comment faire pour sortir de cet engrenage, parce qu'on sait il y a beaucoup de personnes, lorsque elles ont dans l'argent, elles vont choisir peut-être leur fils, leur fille, leur cousin, leur nièce pour ouvrir plusieurs entreprises. Et finalement, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela? Parce qu'il y a d'autres là qui font véritablement peut-être dans les tâches qui sont sollicitées, mais n'ont pas l'occasion de gagner ces marchés publics. Et on se retrouve dans un engrenage où les pauvres restent plus, s'empauvrissent davantage et les riches continuent de s'enrichir. Qu'est-ce qu'il faut véritablement faire? En principe, Claudia, moi, je n'ai connu qu'un seul régime. Je pense au régime de Paul Biya, nous qui sommes nés dans les années 80. Mais nos aînés nous font savoir qu'à l'époque d'Aïdjo, les fonctionnaires ne faisaient pas de business, en fait, sous le dos du gouvernement. Ça, c'était strictement interdit. Donc, moi, je pense que pour arrêter la saignée, il faudrait qu'on rentre d'abord dans les textes. Oui, qu'est-ce que les textes prévoient? Oui, ça, il faudrait le dire. Parce que parfois, nous pouvons aussi être hors jeu. Peut-être que où nous sommes là, les textes prévoient que les fonctionnaires puissent aussi se jeter dans ce qu'on appelle vulgairement le business. Donc, sur ce point, on va revenir sur les textes. Concernant maintenant le marché ou bien les marchés publics en elles-mêmes, surtout dans le cadre des fonctionnaires qui le prennent. Quand ils prennent même ces marchés-là, ils ne le font pas assez bien. Moi, je vis du côté de Siméon. Apparemment, je ne connais pas qui a gagné le marché là-bas pour boucher les trous de la route. Mais quand vous y arrivez, vous constatez que, moi je vais l'appeler le véreux ingénieur, a travaillé peut-être sur 4 km. Il arrive, il y a 1 km un peu devant lui avec quelques trous, il traverse et il va. Quand vous essayez de voir ces ingénieurs, parce que je suis passé à mon véhicule, j'ai pris la peine de m'arrêter, demander au monsieur en plein chantier que mais comment tu vois un trou, si tu sautes, tu continues. Il me dit que mon frère, comme tu as vu là, notre contrat s'arrête ici. Je vous rassure qu'il n'y a que des fonctionnaires qui peuvent agir comme ça. Si vous donnez, oui, ce sont des fonctionnaires, à un moment donné, ils n'ont pas, je dirais, ils n'ont même pas la pitié. À un moment donné, ils veulent vraiment essayer d'épuiser vraiment la personne, parce que les marchés publics qu'ils gagnent ici, nous le connaissons tous. Si au pays, peut-être, quelqu'un te donne un marché public, on va prendre une somme un peu de base, 1 million. On reconnaît que le technicien sur le terrain ne va retrouver que 200 000 et il va produire le travail de 200 000. Mais je vous le dis, à un moment donné, quand vous avez un maçon à la maison, que vous appelez faire des murs, s'il trouve que le mur d'à côté est aussi penché, ne pourra pas donner avec pour vous, il serait mieux qu'il essaye de vous dire que je ne peux pas prendre le travail. Il n'y a que les fonctionnaires qui disent que non, je veux prendre parce que... Alors qu'ils crèvent la faim, par exemple. Oui, c'est ça qui nous crée un peu trop de problèmes, parce qu'il faut qu'on essaye de réguler certaines choses. Donc moi, je propose vraiment au chef de l'État de mettre vraiment, de taper vraiment la main sur la table, parce que voilà les échéances électorales qui arrivent à grands pas. Oui, j'espère que avec tout ce que nous vivons, les Camerounais auront à un moment donné le bon choix. Déjà, nous profitons de l'occasion pour leur demander de s'inscrire sur les listes électorales et de voir comment, le moment venu, on pourra voter la bonne personne pour la bonne évolution de l'État. D'accord. On se rend quand même compte que, comme vous étiez en train de le dire, qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont inachevés et de plus en plus, on a des routes aussi. On entame une route et puis on se rend compte que 3 mois, 4 mois, 1 an, rien n'a été fait, il n'y a pas véritablement d'avancée. On va se demander, est-ce que c'est parce que ces personnes, finalement, tous les exécutants ne reçoivent pas suffisamment de fonds pour le faire, ou alors c'est que chacun décide de le mettre dans sa poche? Qu'est-ce qui se passe? Non, je crois simplement que c'est un manque de volonté. Oui. Parce que lorsqu'on vous attribue un marché, vous avez un cahier de charges. Vous avez les fonds nécessaires pour finir le marché. Je dis bien finir le marché. Parce que je ne crois pas que l'État vous libère la totalité de votre contrat tant que le travail n'est pas fini. Vous apportez des garanties bancaires qui démontrent à ce que vous pouvez terminer ce marché, et lorsque vous l'avez terminé, vous récupérez la quote-part qui vous revient et on vous paye normalement. C'est comme ça que ça se passe. Alors, quand vous présentez des garanties bancaires que vous ne pouvez pas assumer après, ça pose un problème. C'est pour ça que vous allez trouver en fin d'exercice des gens qui ont commencé des chantiers qui n'ont pas fini. Pourquoi? Parce que peut-être il a pris un argent pour voiler les yeux des attributeurs des marchés et montrer qu'ils ont une surface financière qui peut leur permettre de financer le marché. Et à la fin, ils se retrouvent sans un sou. Et on se retrouve
des situations très compliquées en ce moment. Ils ne peuvent ni finir le marché, et en plus, ils ne peuvent ni avoir l'argent. Et vous savez, dans ce genre de situation, il est aussi clair que l'État devrait sanctionner ce genre d'opérateurs. Oui. Parce qu'ils vont revenir 2, 3, 4 fois, on va leur attribuer un autre marché, alors que le précédent marché n'avait jamais été réceptionné. C'est ça le problème. Les gens vous présentent un document, ils vous disent non, si le marché, je dis n'importe quoi, c'est 1 milliard, ils vous disent qu'il a une surface financière de 500 millions. Bon, ben, on lui avance peut-être 500 millions et on dit que bon, avec ta surface financière, tu finis le marché et puis on te paye après. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Mais si à 500 millions, tu n'as pas encore fini, ben, imagine-toi aussi. Parce que dans ces marchés-là, moi je ne sais pas, bref, c'est ce que moi aussi j'entends, c'est saucissonné par tranche. Parce que dans chaque bureau où tu entres, chacun prend un pourcentage. Ah oui! Et au finish, il n'y a plus ah oui! ramasser. Dans chaque bureau où tu entres, mais c'est ce que les gens disent. Dans chaque bureau où tu entres, chacun prend son pourcentage. Et à la fin même, tu dois exécuter un marché où on a déjà tout pris. On a pris tout l'argent dans le bureau. Au fond, même tu n'as même pas l'argent pour commencer à exécuter le marché parce qu'on a déjà tout pris. Et c'est ça qui pose parfois des problèmes. Quand le président lui dit que ben, on va lutter contre la corruption, oui, mais lutter comment? Parce qu'on a l'impression qu'on laisse faire. Et c'est ce laisser aller là qui nous met dans des situations compliquées. Et c'est pour ça que quand vous lisez le rapport du Minepat, Oui. ben, sur l'exécution des exercices, ben, on vous a dit que cette année, c'est comme 63% des marchés ont seulement été exécutés. Les autres 37% sont partis où? Et il y a même des marchés qu'on paye complètement à l'avance. Mais on les paye, mais vous ne voyez pas l'exécution du marché. Qu'on paye même chaque année, on ajoute ton vous ne voyez pas l'exécution du marché. Qu'est-ce qu'on dit donc de cet argent qu'on reverse aux gens qui n'ont pas exécuté des marchés? C'est autant de personnes qui devraient entrer en prison. Je dis bien autant, il y en a tellement. Mais moi j'ai simplement l'impression que bon, peut-être qu'on est dans un système de tolérance. Bon, la tolérance voudrait aussi peut-être que on voit les gens manger l'argent de l'État tranquillement. Et on continue de donner. Et c'est ça. Et justement, c'est là où je disais, chacun attend seulement son tour. Parce qu'on a l'impression que tout le monde dit, ok, comme vous avez saucissonné cet argent, moi également, je dois avoir ma quote-part. Et du coup, peu importe que le travail soit fait ou le travail n'est pas fait, là, on réussit à avoir sa part. Et puis, parfois, on peut même voyager, on fuit avec l'argent. Comme je me souviens de cette route du côté de Tongolo, où on dit le monsieur qui devait exécuter les travaux, il a commencé et puis il est porté disparu. Est-ce que véritablement on peut mettre la main sur ces personnes et dire qu'on va enfermer ces personnes qui n'exécutent pas normalement les tâches? En fait, quelqu'un a tantôt dit que l'État est un monstre froid. Moi, j'ai l'impression que lorsqu'on évoque cette phrase, on regarde plus du côté où le régime est en train de vaciller. On dit que bon, l'État va un peu te corriger. Mais ce n'est pas ça. En principe, l'État devrait essayer de vérifier tous ses travaux. Je pense qu'au Cameroun, il y a un ministère chargé du contrôle supérieur de l'État. Ça devrait être aussi dans leur cahier de charge de contrôler les différents travaux de type infrastructurel. Est-ce que les travaux sont exécutés? Parce que nous avons aussi ce problème-là. Lorsqu'on donne un marché à quelqu'un, comme disait tantôt le copanaliste en face, on donne un marché, parfois l'argent arrive qu'il n'a même plus rien entre les poches, c'est qu'il aurait que c'est ce qu'il avait acheté le marché au départ. Et il a son petit bénéfice. Que vous le vouliez ou pas, les travaux ne seront pas livrés. Mais maintenant, il faudrait qu'on aille contrôler. Comme c'est toujours eux qui donnent l'argent et c'est les mêmes qui contrôlent, c'est donc facile de signer que les travaux ont été livrés. Nous avons vu au Cameroun, même actuellement, ça existe. Peut-être qu'on ne donnera pas les exemples ici à l'antenne, où nous connaissons qu'il y a des lycées qui sont réalisés sur des papiers. Mais lorsque vous allez sur le terrain, vous n'y trouvez rien. Si vous trouvez une grande bourse, en principe, l'État devait y aller contrôler les travaux. L'État doit se mettre vraiment dans l'acharnement du travail et de montrer aux citoyens lambda que nous sommes là pour vous. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de travaux ou des marchés publics qui ont été donnés et qui sont fictifs. Si quelqu'un dit ici au Cameroun qui n'est pas au courant de cela, pour moi, je pense que c'est se mettre un doigt dans l'œil. Donc, il faudrait qu'on essaye de revoir tout cela. Et en passant, parce que c'est le grand problème des Camerounais actuellement, parce que nous tous, nous sommes impliqués. Les Camerounais ont un problème de conscientisation.
Donc je souhaiterais que vraiment que les nouveaux dirigeants, quand ils vont venir, qu'ils essayent de revoir cela, parce que à un moment donné, tous les Camerounais vont faire ce qu'on appelle la fémania. Quand quelqu'un va même dans un bureau pour récupérer un dossier vraiment qui lui semble facile et normal, il veut toujours négocier. Moi, j'y suis entré un jour dans un bureau, j'ai couvert un jeune, un enfant de première, qui voulait négocier, je pense, pour signer son document. Moi, je lui ai dit non, c'est pas normal, tu n'as pas besoin, c'est non, va payer le timbre, tu déposes là-bas, on te donne ton document. Donc, il faut qu'on essaye de revoir la conscience des Camerounais. Je vois un enfant de terminale, 18 ans, qui sort de la maison, il a déjà dans sa tête qu'il va aller négocier dans un ministère. Je vous assure, Claudia, ça m'a fait tellement mal. Oui, nous qui pensons l'avenir de ce pays, j'ai eu tellement mal. J'ai dit non, tu dois sortir, mettre en tête que tes documents, tu dois les avoir en toute légalité. Donc, il faudrait qu'on essaye de revoir sur ce point et que l'État aussi essaye de prendre ses tâches en main, que l'État aille contrôler ces travaux-là et que celui qui contrôle essaye de voir si les travaux ont été livrés ou pas. Comme quoi, s'ils ne sont pas livrés, on arrête les concernés et on les met dans les mains de la justice et la justice fera son travail. D'accord, merci beaucoup pour vos avis quant à ces sujets évoqués sur ce plateau. On ne parlera jamais assez de cette corruption qui continue de se frayer des couloirs encore plus compliqués qu'avant dans notre pays. Espérons que finalement les choses puissent revenir à la normale et que progressivement les institutions qui ont été mises sur pied pour lutter contre la corruption puissent réussir dans ce travail. On va marquer une légère pause, fidèles téléspectateurs, et lorsque nous allons revenir, c'est pour aborder la thématique centrale en conflit. Le Cameroun bénéficie des potentialités touristiques et artistiques énormes et très variées. De par sa diversité culturelle, linguistique, traditionnelle et beaucoup d'autres sites, soit des infrastructures, soit des sites naturels, le Cameroun est bondé donc de sites qui pourraient attirer amener un grand nombre de visiteurs. Mais jusqu'à présent, on a l'impression, si on s'accorde avec le journal Économie quotidien qui dit que jusqu'à présent, les choses n'avancent pas et que le secteur du tourisme se porte mal. Pourquoi avec plus de 300 sites touristiques, le Cameroun n'arrive pas à faire de gros chiffres? Si on s'en tient au montant généré donc par le tourisme en 2021, on nous parle de 429,11 millions d'euros dans le seul seuil du secteur, et on parle aussi d'un Cameroun en miniature qui a donc toutes les potentialités de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on n'arrive pas à mettre à profit ces sites, à mettre à profit cette beauté de notre pays pour également faire décoller l'économie camerounaise? Et la première question sera sans doute celle posée par la thématique de ce matin. Comment se porte le secteur du tourisme au Cameroun? Peut-être on va commencer avec vous, Richard Bondon. Le secteur du tourisme au Cameroun se porte mal. Il se porte mal, comme l'a dit mon confrère de l'économie quotidienne, parce qu'aujourd'hui, les indices de performance ne nous permettent pas de dire que le Cameroun peut caracoler avec certains pays. Nous ne sommes même pas au top 10, encore moins au top 20, pas plus qu'au top 30. Alors qu'en 2014, le Cameroun était classé, je crois, 25e africain. Hein. Oui, 25e africain. Voilà, je pouvais me tromper, moi je crois. Et 155e mondial. Oui. Vous voyez, donc là nous sommes en 2014. Oui. Qu'est-ce qui se passe qu'en 2024, nous ne sommes même plus 25e, nous ne sommes même plus 30e, nous ne sommes même plus 40e? Il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi est-ce que cela nous arrive? Est-ce que nous avons mis des moyens nécessaires pour pouvoir faire décoller le Cameroun, ou alors pour faire du Cameroun une destination touristique? Et vous savez, le Cameroun est rentré dans la destination touristique, je crois que c'était en 2010, je peux me tromper aussi. Parce qu'on dit d'une destination touristique, c'est un pays qui reçoit au moins 500 000 visiteurs internationaux. Oui. J'ai dit, au moins à partir de 500 000, vous devenez une destination touristique. Alors aujourd'hui, est-ce que nous atteignons même le million de visiteurs? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que aujourd'hui, quand on regarde le top 10
des pays qu'on dit qualifiés de destination touristique, je crois que le Maroc vient en premier avec 11 millions. Oui. Et le dernier, c'est le 10e, c'est le Sénégal avec 1 million. Donc, comprenez donc que le Cameroun n'atteint même pas encore la barre de 900 000 visiteurs internationaux par an. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et au niveau des problèmes, donc, il faut comprendre que si on a dit du Cameroun qu'il était une Afrique en miniature, ça veut dire que tout ce qu'on retrouve en Afrique se retrouve dans les 4 régions du Cameroun. Donc du sud au nord, de l'est à l'ouest, on retrouve ça au Cameroun. Et quelles sont donc les politiques que nous avons mis en place pour permettre aux étrangers de venir redécouvrir, ou alors pour découvrir cette Afrique en miniature qu'est le Cameroun? On a un problème. D'accord. Peut-être on va revenir sur le problème que le Cameroun a, mais on va quand même vous permettre aussi de vous prononcer sur cette thématique. Comment se porte selon vous le secteur du tourisme au Cameroun? En principe, le secteur du tourisme au Cameroun se porte vraiment, je dirais, très mal en point. Il faudrait qu'on prenne la température, comme dirait un médecin, nous devions être même à plus de 40 degrés. Donc c'est un secteur ça chauffe vraiment, qu'il faudrait revoir. Toujours est-il qu'un gouvernement est très bien organisé. Donc nous ne dirons pas au ministre du Travail de venir gérer le secteur du tourisme. Même à la maison, quand vous essayez de repartir les tâches ménagères, chaque enfant sait ce qu'il devrait faire. D'autres lavent le sol, d'autres lavent les assiettes. Donc le ministre du tourisme sera tiré ici directement d'un point. Parce que moi j'ai eu un peu à sillonner les villes comme Bafoussam. J'y suis allé, je ne vais pas donner le nom ici pour ne pas faire des publicités vaines. J'ai vu certains hôtels où je vois 3 étoiles, je vois 2 étoiles. Je ne vous mens pas, quand vous voyez l'infrastructure, vous posez la question qu'on on croit ces étoiles comment? Oui, parce que vous ancrez dans ce que nous appelons au quartier les auberges, soit des tournes d'eau. Oui, vous voyez, on dit qu'ils ont 2 étoiles, vous ancrez les moustiques, c'est affini. Le plafond, le plafonnier peut tomber sur vous. C'est normal. Avec ça, si un étranger vient, il sera surpris que voilà les 2 étoiles qu'on m'a montré dans le net et qu'on sort, parce que c'est pas là qu'on entre facilement dans un état. Mais nous qui avons fait un peu le dehors, moi j'y suis allé au Qatar bien avant la Coupe du Monde. J'ai rencontré certains Qataris qui parviennent à s'exprimer en anglais parce que la plupart des Qataris s'expriment en arabe, peut-être qu'on ne nous dit pas ici. J'ai demandé à ce Qatari, bon, bien après, je vais appeler ça l'invasion de votre pétrole et gaz et consorts, vous feriez comment? Déjà, il m'a dit que selon les ingénieurs, leur pétrole ne va durer que 102 ans. Et après les 102 ans, ils ont prévu, oui, uniquement fonctionner avec le tourisme. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez, c'est des pays qui se développent d'une façon vraiment, je dirais, incommensurable. Comme on dit souvent, vous avez vu en Coupe du Monde, où on a vu des stades climatisés, on a vu des stades qu'on pourra démonter, et qui démonter comme un jouet que vous offrez à l'enfant. En principe, le tourisme a un très grand apport dans une nation. C'est le tourisme qui montre même, comme on dit vulgairement, les fesses d'une nation. C'est le tourisme qui montre que cette nation évolue. C'est l'une des raisons pour lesquelles la France, pour citer que celle-là ne blague pas avec ce qu'on appelle son Paris. Vous voyez même parfois quelqu'un reste au quartier, vous dit je vais aller à Paris. Il ne sait pas si Paris c'est une ville ou bien c'est un pays. Pourquoi? Parce que le tourisme a essayé de délocaliser, oui, je dirais cet état, oui, dans toute la France. Donc je souhaiterais vraiment que le ministre du tourisme essaye de revoir, oui, comment on pourra remettre les choses à jour et qu'on ne partage plus les ministères en fonction des amitiés. Non, ça doit être en fonction des talents. Peut-être ça fait partie des problèmes, hein, mais on va aborder donc les véritables problèmes. Qu'est-ce qui crée problème? Qu'est-ce qui cause des problèmes au niveau de ce secteur pour qu'il ne puisse pas décoller véritablement? Mais moi, je crois que pour un pays qui veut se faire connaître, il faut développer d'abord l'infrastructure routière. Oui. Il faut permettre aux gens d'arriver dans les sites. Si on te parle d'un site dans lequel tu ne peux même pas faire 2 pas avant d'arriver, ben, comment est-ce que tu vas le découvrir? Donc je crois que chaque pays, même quand vous allez au Kenya, le Kenya a fait quelque chose de formidable. Chaque site touristique, c'est-à-dire que la piste pour arriver là-bas est aménagée, entretenue, tout est bon et propre. Donc ça veut dire que si tu veux aller découvrir les chutes, je dis n'importe quoi, tu n'as pas de problème pour te déplacer, tu y arrives. Est-ce qu'il y a de bons hôtels pour vous accueillir? Est-ce que ces hôtels ont les critères
qu'il faut pour pouvoir accueillir les touristes? Est-ce que les touristes se sentent à l'aise sur le plan du développement culturel de la zone où ils vont découvrir même les sites? Est-ce que les sites sont aménagés? Et autant de choses. Il faut mettre le touriste dans les bonnes conditions de température, de pression, comme on dit en mathématiques ou en chimie. Oui. Mais un touriste qui n'est pas à l'aise n'est pas un touriste. Le lendemain va repartir. Parce que le touriste, quand il arrive quelque part, il fait gagner la localité en apportant de son argent, en apportant même de son amour pour le coin. Parce que oui. Quand vous allez quelque part, nous-mêmes, nous autres, quand on fait le tourisme interne, mais, tu vas à Mouloundou, tu saignes. Hein? Ah oui, tu dois payer. Et c'est ça. La localité doit vivre en fonction de ce que tu apportes. Mais en retour, qu'est-ce que la localité doit te donner? Tu dois rentrer étant satisfait du fait que je suis allé quelque part, j'ai été bien accueilli, j'ai bien dormi, j'ai fait ceci, le transport il est bien, et ainsi de suite. Et pour ceux qui font dans l'international, à une époque ici, avant que notre ministre ici n'arrive, il y avait, je ne sais pas quel ministre, le nom va me revenir, qui a organisé ce qu'on appelle des tours opérateurs. Ça veut dire que quelqu'un va dans n'importe quel pays du monde, il vante le Cameroun comme il peut, il réussit à mobiliser 100, 200, 300, 400 personnes, il loue un avion, il vous amène au Cameroun pour 10, 15, 20 jours. Vous imaginez ce que ça peut ramener à un pays en termes de plus-value? Imaginez. Bon, mais si nous-mêmes, nous n'avons pas les moyens de transport qui peuvent nous permettre même d'aller à l'international, oui. Ça pose déjà un problème. Oui. Ça pose un problème. Oui. Donc, il faut regarder toutes ces choses-là. Au-delà du transport, au-delà de l'hébergement, il faut voir avec la culture locale. Oui. C'est tout ça. Et maintenant, il faut voir avec les sites archéologiques qui existent partout. Et il y en a tellement que, bon, est-ce que le ministère a pris donc des dispositions pour pouvoir faire découvrir ces sites aux gens qui viennent visiter notre pays? C'est autant de choses. Moi, je vais parler de mon village. Hein. Dans mon village, vous allez à Malagne, vous allez trouver un site où les Allemands ont habité des années et des années. Et il y a tellement de choses à découvrir là-bas que... Mais pour y arriver, c'est un problème. C'est un problème. Mais c'est un site attractif, extrêmement attractif. Et je ne vous parle pas de quelque chose, il n'y a pas quelques mois là, il y a un autre site ici à Konyambeta. Mais c'est un paradis. Mais le problème, c'est arrivé. C'est ça. Donc, si on n'a pas mis les leviers pour développer ce tourisme-là dans tous les coins du Cameroun, on va poser problème. Et maintenant, on va aussi parler de la sécurité. Oui. Parce que quand je vous dis qu'en 2014, le Cameroun, on était, je crois, c'est à 945 000 touristes internationaux. Je peux me tromper. 912 000. Je peux me tromper, voilà. Touristes. En 2014. Oui. Il y a déjà 10 ans. Il y a déjà 10 ans. Donc, les sécurités qu'on connaît, ce n'était pas tellement amplifié. Je me dis que c'est aussi venu nous déplacer dans les... Voilà. Donc, il y a tellement de choses à revoir pour permettre au tourisme de se relancer dans notre pays. Et ce n'est pas la richesse qui manque. Il y a tellement de choses à voir. D'accord, il y a tellement de choses à voir. Et bien même quand il y aurait ces choses à voir, il y aurait des aménagements, est-ce que la communication est également démise? Parce que nous-mêmes en tant que Camerounais, on connaît à peine 2 sites, 3 sites. Il n'y a pas véritablement... Est-ce que la communication également est là? Est-ce qu'on connaît même en tant que Camerounais tous les sites disponibles dans nos pays, dans les moindres recoins, pour que nous-mêmes Camerounais d'abord on puisse profiter et bénéficier de ces sites? En principe, les médias devaient s'y mêler, surtout les médias locaux, télévisés et audiovisuels. Pourquoi? Parce que à un moment donné, nous avons certains sites que nous n'exploitons pas. Je vois par exemple les zones de plage que nous avons, ils ne sont pas aménagés.
ils ne sont pas normalement aménagés. Or, on pouvait les aménager et appeler les médias un peu comme vous, Claudia. Vous venez battre le plein dessus, vous amenez les Camerounais à y aller. Quand vous essayez de rencontrer même Kribi, que lorsqu'on parle de Kribi et consorts, les gens ils vont à Kribi, il faut y aller. Quand vous arrivez au niveau de la plage, vraiment, il faut que je le dise ici, c'est pas propre. Vous retrouvez des résidus, je ne veux pas citer les sels, les ceci, oui, vous pouvez quitter là-bas avec... Je n'ai même pas besoin de vous couper. Vraiment, je vais vous rendre la parole. Claudia, je vais vous dire une chose. Kribi même est déjà dépassé. Oui, justement. Comprenez déjà que Kribi est dépassé. Mais nous avons une plage à l'état brut qui s'appelle Yoyo. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Je ne suis jamais allé. Mais le sable est d'or. Je vous dis, je suis allé là-bas. Le sable est d'or. Mais c'est l'accès. L'accès. Je parlais tout à l'heure de route. C'est l'accès. Allez faire un tour. Le Cameroun, a une richesse formidable. Je vous dis que Kribi est dépassé. Et vous savez, dans cet endroit-là, il y a... comment on les appelle là? C'est pas les Coréens, c'est les Indiens, les Malaisiens. Non, les gens de l'Arabie Saoudite, là, les hommes d'affaires émiratis. Ils voulaient investir à cet endroit-là, je vous dis. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Des gens ont pris de l'eau là-bas, ils ne foutent rien de ces eaux. C'est ça le problème. Les gens ont pris de l'eau, des membres du gouvernement disent que les gens ont pris de l'eau là-bas, au bord de cette affaire-là. Mais personne n'a encore investi 10 francs. Par contre, c'est des endroits où on peut développer. Mais je te dis, allez-y. Allez faire un tour. Voilà, et c'est ce dont je parlais tantôt. Donc il faudrait qu'on essaye vraiment de mettre l'accent dans l'accès à accéder dans nos différents points vraiment attractifs. Oui. Nous avons les chutes de la Lobé, nous avons plusieurs chutes. Quand vous arrivez à l'ouest là, vous voyez des chutes, mais je vous rassure que Claudia s'est abandonnée. Et quand elle est même aménagée, ça c'est dû à des cotisations du quartier. Quand vous allez arriver, vous allez voir là une liste où le chef de bloc a pu rassembler un petit 100 000 pour essayer de rendre la zone propre et consort. Or, si peut-être le ministère avait mis l'accent dessus, je vous rappelle que ces zones-là pouvaient nous rapporter beaucoup parce qu'on pouvait, en y allant, on pouvait payer et ça nous permet de renchérir les caisses de l'État d'une façon comme d'une autre. Donc, je souhaiterais vraiment qu'on essaye de revoir ce point du tourisme-là et qui devient plus attractif, oui, que d'attendre et que les personnes qui nous ont dit que le Cameroun est un pays à miniature ne s'étaient pas trompées parce que nous ne regardons pas seulement dans l'Afrique. Oui, l'Afrique à miniature. L'Afrique à miniature, nous avons aussi l'art culinaire. Même au Cameroun, quand on regarde nos différents repas, on les retrouve de partout. Moi, je suis allé à Dubaï, arrivé là-bas, j'ai retrouvé un doulet qui avait été bien fait. J'ai eu l'impression que, avec le million d'or, j'ai eu l'impression que c'est une doigt là qu'on a embauché là-bas. Mais que non, c'était un Arabe qui l'a fait. Et vous devez savoir que ces pays-là n'ont vraiment rien. Quand vous entrez dans les détails, vous demandez que ces pays-ci ont quoi. On vous dit que même le pétrole qu'ils ont, ça finit déjà. Mais tu essayes de voir le développement qu'ils ont fait sur pied. Tu comprends que le tourisme chez eux fonctionne d'appoint. C'est vraiment où ils peuvent même octroyer des billets d'avion. Les hommes d'affaires comme nous autres. Parfois, moi, je reste comme ça, je frappe mon téléphone. Mais Dubaï me dit que loue seulement telle chambre à l'hôtel et le reste va y suivre. Quand il part du reste là, c'est le visa, le billet d'avion, free, Claudia. On me demande de louer tout un hôtel. Communication communique. Donc je pense qu'on pourra faire pareil avec les hommes d'affaires. On pourra titiller les petits entrepreneurs comme nous autres. On dit bon voilà telle zone que vous pouvez aller visiter et battre le plein, faire la publicité de la zone, présenter le Cameroun comme le frère parlait tantôt d'une plage abandonnée en or. Que le gouvernement essaye un peu de titiller dessus. Le gouvernement essaye de revoir ce que peut être notre tourisme. Et le tourisme toujours est que c'est un business dont on ne nourrit pas. Donc il peut vivre pour longtemps après. D'accord. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Cameroun bénéficie de toutes ces potentialités touristiques? Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les solutions à envisager? Non, mais je crois qu'il faut mettre en place un véritable plan de développement du tourisme au Cameroun. Vraiment, il faut y penser fortement. Si ce plan-là existe, donc il faut l'implémenter. Parce qu'on a l'impression que nous faisons du surplace, au-delà du surplace, même on fait de la marche arrière. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que nous en 2014, on était 25e africain, et qu'en 2024, on ne soit même pas 40e. Non, mais ça veut dire qu'il y a un gros travail de fond à faire, parce que le Cameroun doit se vendre. Et pour vendre le Cameroun doit mettre des moyens pour se faire vendre. Donc si cela n'est pas fait, nous allons toujours régresser.
au-delà de tout ce qu'on dit. Afrique en miniature, c'est vrai. Richesse culturelle, machin, tout ça, c'est vrai. Mais comment faire pour attirer les touristes à venir découvrir ce que nous avons si nous-mêmes, nous ne mettons pas quelque chose dans le plat? On ne va que se permettre de nous voir entre nous autres là. Parce qu'au fond, ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons tous les jours. Et ce que nous voyons, c'est ce que le touriste veut voir et veut apprécier d'une autre manière. Parce que pour nous, c'est du vulgaire, c'est peut-être... Mais lui, il a une autre idée de ce qu'il vient découvrir. Sinon, on ne met donc pas quelque chose d'original dans ce qu'on veut présenter aux touristes. Ben, je crois qu'on aura raté le coach. Il faut revoir complètement ce plan de développement du tourisme dans notre pays. Et à défaut, il faut implémenter au cas où cela existe. D'accord. Quelles sont les solutions, selon vous, à entreprendre pour donc redorer le blason de notre pays dans le secteur touristique? Bon, moi, je vais regarder le problème plus approfondi. Donc, je dirais à nos gouvernants et peut-être aux chefs de l'État d'octroyer vraiment des postes à des personnes qui peuvent travailler. Je reconnais qu'à un moment donné, le pouvoir devient un peu comme, je dirais, un partage de gâteau. Mais quand bien même on partage le gâteau, il y a des âges où on peut donner le quart, il y a des âges où on peut donner le tiers du gâteau. Donc à un moment donné, il faut qu'on regarde à qui on pourra donner un ministère pour tel ou tel. Et je souhaiterais savoir aussi, à la longue, comment s'octroient les différentes étoiles des hôtels. Parce que même à Yaoundé, un peu de partout, mon problème sera vraiment à ce niveau. On voit des hôtels qui n'ont même pas un parking de plus de 2 voitures. Et quand vous essayez de regarder au sommet, vous voyez 3 étoiles, 4 étoiles. Vous posez la question que c'est les étoiles de la bière ou c'est les étoiles du standard de l'hôtel. Donc je demanderai au ministre ici en face de faire le tour de la nation, de revoir toutes nos zones vraiment attractives et de les mettre en œuvre. Bien même qu'il ne leur manque pas assez de temps, parce qu'ils ont 1 an, je pense, pour la course des prochaines élections. Mais je pense qu'à la fin, ils peuvent quand même faire ce qu'ils n'ont pas fait au départ. Merci beaucoup pour vos avis, merci pour vos solutions. Merci également d'avoir permis aux téléspectateurs de passer d'agréables moments, à comprendre ces différents titrailles proposés par les journaux de ce matin. On se donne rendez-vous, fidèles téléspectateurs, demain, lorsqu'il est 13h sur les antennes de Camdis Télévision. Restez connectés, votre fidélité nous honore. Merci également à l'équipe technique mobilisée pour que ce programme ait donc lieu. Portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Camdis Télévision, comme je l'ai dit.